Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'économie renoue avec la croissance. Les usines tournent à plein régime. L'optimisme et la joie de vie reviennent. Ce sont les années folles. À New York et un peu partout en Amérique, la bourse séduit les épargnants. La frénésie s'empare des marchés financiers. Tout le monde, ou presque, veut acheter des actions. Les transactions se font de vive voix à la bourse. Par signe entre agents de change, par téléphone, par fax. Entre 1921 et 1929, la production industrielle américaine connaît une croissance de 30%. Il est même possible d'acheter les actions à crédit. À l'été 1929, John Raskob, directeur financier de General Motors, affirme que tout le monde devrait être riche. Le financier explique que quiconque investit chaque mois 15 $ en bourse disposera au bout de 20 ans d'un capital de 80 000 $ et d'une rente mensuelle de 400 $. L'optimisme est tel que le cours des actions atteint lors des niveaux déraisonnables. Le cours des actions est multiplié par 6, un envolé bien plus rapide que la production. Le prix des actions ne reflète plus la vraie valeur des actifs. Certains économistes, inquiets de voir autant de gens emprunter pour spéculer, tentent d'alerter sur le risque de krach. Des signes de ralentissement de la croissance accompagnent cette bulle spéculative. Mais rien n'arrête les spéculateurs. Le jeudi 24 octobre, diverses rumeurs sèment la panique à la bourse de New York. C'est le jeudi noir. 13 millions de titres sont cédés dans l'affolement général. Les banques tentent de racheter des millions d'actions pour éviter l'effondrement des cours. En vain, les jours suivants, c'est toujours la panique avec des cours qui ne cessent de baisser. Des millions d'actions sont vendues à n'importe quel prix. Les cours de bourse s'effondrent durablement. L'indice Dow Jones perdra 90% entre 1929 et 1932. Les spéculateurs qui ont acheté leurs actions à crédit ne peuvent plus rembourser leurs dettes. De nombreuses banques font faillite. La production industrielle baisse de moitié entre 1929 et 1933. De nombreuses entreprises font faillite à leur tour. Toutes les couches sociales sont touchées par la misère. Les ouvriers, les employés, les cadres. Les agriculteurs doivent céder leurs terres pour une bouchée de pain.
Partie des États-Unis, la Grande Dépression s'étend au monde entier. Les faillites bancaires se multiplient en Europe. Les petits épargnants perdent leurs économies. Faute de trésorerie, des entreprises déposent leur bilan. Les usines ralentissent ou s'arrêtent. Partout, c'est l'engrenage d'un cycle infernal. Baisse de la production, chômage, baisse de revenus et de pouvoir d'achat, baisse de la consommation. Pénurie et misère se répandent en Europe. La crise frappe aussi le Royaume-Uni, où le chômage s'envole. La France, moins liée aux États-Unis que d'autres pays d'Europe, n'entre dans la crise qu'un peu plus tard. Mais à partir de 1932, comme ailleurs, la production s'effondre et des usines s'arrêtent. Le chômage grimpe pour atteindre 1 million de chômeurs en 1935, un record en France. Le commerce mondial baisse de 25% en volume, avec la baisse des prix en valeur, la chute atteint 60%. La pauvreté et la misère s'installent partout. Au début, la plupart des gouvernants de l'époque pensent que la crise est passagère. Aux États-Unis, le président Herbert Hoover, élu en 1929, déclare que la prospérité est au coin de la rue. Prenant conscience de la gravité de la crise, les gouvernements mènent une politique de déflation. Limitation du crédit, réduction de la dépense publique, baisse des salaires des fonctionnaires. Cette politique ne fait qu'aggraver la crise. Partout, la politique déflationniste est un échec. Les responsables de ces politiques, comme le président Hoover, sont discrédités. En 1932, Franklin Roosevelt devient président des États-Unis. Rompant avec la politique libérale de son prédécesseur, il lance le New Deal, la nouvelle donne. L'État intervient dans l'économie, refonte du système bancaire, dévaluation du dollar, aide sociale aux plus démunis, lancement de grands travaux pour lutter contre le chômage, relance de la consommation et stimulation des investissements des entreprises. C'est le triomphe des idées de Keynes, pour qui la demande est l'élément moteur de l'économie. Le keynésisme permet aux États-Unis de commencer à sortir de la crise. Au Royaume-Uni, la livre sterling dévaluée a perdu 40% de sa valeur. Le Royaume-Uni abandonne également le système monétaire de l'étalon or, dans lequel la monnaie se réfère à un point fixe en or. La France abandonne également le système monétaire de l'étalon or, mais se refuse à dévaluer le franc,
ce qui la maintiendra un peu plus longtemps dans la crise. La France et le Royaume-Uni mènent des politiques protectionnistes, ils ferment leurs frontières et privilégient les échanges avec leurs colonies. En Italie, le dictateur Mussolini fait également face à la montée du chômage de masse. Il mène une politique d'autarcie pour rendre l'Italie autosuffisante en énergie, en matières premières, en produits alimentaires. Il lance la bataille pour le grain pour que l'Italie n'achète plus de blé à l'étranger. En Allemagne, fin 1931, un tiers de la population active est au chômage. Très dépendante des investissements et des prêts américains, l'Allemagne connaît la misère. Cette situation favorise l'arrivée au pouvoir de Hitler et des nazis. En 1932, le parti nazi arrive en tête des élections législatives. Le président allemand Hindenburg doit nommer Adolf Hitler chancelier. En 1934, un plébiscite donne les pleins pouvoirs à Hitler. L'Allemagne va relancer son économie et ses usines en créant un puissant complexe militaro-industriel.